Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 73e épisode du podcast À côté de mes pompes, sur lequel je continue à avoir des invités qui viennent transmettre leur savoir, leur connaissance, leur passion de la course à pied, mais également des passages un petit peu plus personnels comme ce pic de méforme dont je vois le bout. Après 15 jours là de séances un petit peu plus denses, j'ai pris plaisir sur une grosse séance de fractionné où je me suis dit là, je retrouve des bonnes sensations. On lâche le chrono un petit peu, mais au moins le plaisir d'être allé jusqu'au bout de cette séance était présent. Donc ça fait du bien au moral, même si l'hiver et ses petits virus arrivent. J'ai un petit peu le nez en trompette là sur cette fin de semaine. Alors vous ne l'entendez peut-être pas, du moins c'est que le micro fait bien son travail, mais je me sens un petit peu pris du nez, donc il va falloir mettre en place les huiles essentielles pour purifier un petit peu cet environnement et cette sphère ORL. Alors un peu de piment en cette fin de semaine puisque je vais prendre part dans le cadre de l'ASICS Ekiden World Tour, vous en avez peut-être entendu parler ou c'est passé sur vos réseaux. Je réaliserai le dernier relais, donc 7 km 195, sous la casquette du magasin Running Conseil Orléans qui a monté une équipe. Donc je vais faire cette séance, cette fraction de 7 km 195 en remplacement d'une de mes séances. Voilà un petit peu le programme de cette fin de semaine. Alors, assez parlé de moi, place à la présentation de l'invité du jour. J'ai eu l'immense plaisir d'échanger sur le podcast avec Sébastien Cornette, un ancien athlète de haut niveau, même si je considère qu'il est toujours au top de sa forme. Il est coach depuis 2007 et il a fondé en 2009 l'école de trail. Alors contrairement à ce que son nom indique, cette école n'est pas destinée seulement aux enfants. Le but de Sébastien est de rendre le trail accessible partout, que vous soyez en plaine ou en montagne. Que vous soyez coureur débutant ou confirmé, vous aurez donc par cette école de trail un contenu et des séances accessibles et pertinentes pour tous. Le credo de Sébastien est courir moins pour courir mieux. Il nous expliquera pourquoi il axe bon nombre de ses séances sur le renforcement musculaire. Il nous indiquera également quels en sont les bienfaits. Alors je vous laisse découvrir un coach attachant à l'image d'un Giroud dans le football et vous comprendrez à l'écoute de l'épisode pourquoi ce clin d'œil à ce sportif auxerrois. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute dans cet épisode où je vous présente Sébastien Cornette, fondateur de l'école de trail. Bonjour Sébastien, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. On va parler trail, école de trail et aborder tes nombreuses activités dans le monde du sport parce que tu n'es pas seulement un passionné de course à pied. Je te souhaite la bienvenue et puis je vais te laisser te présenter. Tout d'abord, merci pour l'invitation Sébastien. Entre Seb, on devrait bien s'entendre. Alors, me présenter, je suis Seb Cornette, je suis coach sportif depuis 16 ans. Coach athlète santé au départ et puis coach multisport puisque je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours qui a un esprit très ouvert et qui l'a aussi dans la manière dont j'aborde le sport et l'entraînement en particulier. Je suis le créateur de plusieurs concepts. Donc le premier, c'est l'école de trail qu'on va parler aujourd'hui, mais aussi de Déca Spirit, de la course à obstacles version athlétisme. Je suis enseignant à la clinique du coureur pour le cours principe et planification de l'entraînement. Je suis donc formateur du concept école de trail auprès de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et puis une formation qu'on va aussi développer dans le France et dans l'Europe francophone aussi à partir de 2022. Je forme dans le trail en ultra trail, approche de la performance et puis tout récemment une nouvelle formation avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, le renforcement chez le coureur pour aider les coachs justement à avoir la bonne méthodologie dans l'entraînement et dans la planification du renforcement, mais aussi ce qui est pour moi fondamental, la bonne correction de leurs pratiquants. Et puis prochainement aussi, on va proposer une formation graines de trailer à destination des enfants pour justement emmener nos jeunes bambins et un peu plus âgés vers une bonne pratique de l'activité.
Sur ton site internet que tu interviens également en entreprise, que tu as d'autres activités autour du fitness. Donc, c'est une passion qui remonte à quand le sport? Tu as baigné dedans depuis tout petit? C'est une excellente question. Quand je me présente sur les formations et les cours à la clinique du coureur, on a un petit moment qui dure 3-4 minutes où on se présente et la photo qui apparaît à ma date de naissance, c'est un bébé qui fait du sport. Et j'ai toujours baigné dans le sport et j'ai eu la chance de pratiquer énormément de sport. Et je les ai tous pratiqués plutôt à un très bon niveau. Et du coup, en fait, le niveau est presque secondaire pour moi. C'est juste le sport. Le sport est un moyen de vie et c'est la façon dont je vis est tournée autour du sport et c'était totalement logiquement qu'après une carrière de haut niveau dans le duathlon, je me sois tourné vers le coaching et même pendant ma carrière de haut niveau, je me suis toujours j'ai toujours été très très intéressé par le fonctionnement du corps humain. Moi, alors ça va faire bondir ceux qui connaissent ça, mais moi, j'ai fait STAPS et dès que j'ai découvert le cycle de Krebs lors de mon premier cours en physiologie du sport, je suis tombé amoureux du cycle de Krebs. Alors ceux qui connaissent et qui ont déjà pratiqué me prennent pour un malade parce que c'est juste atroce à comprendre, mais c'est voilà la biomécanique, le sport, le fonctionnement, l'humain. Alors voilà, je fais un peu sans faire de démagogie, mais l'humain en règle générale m'intéresse beaucoup et du coup la psychologie aussi. Et voilà, donc le sport est un bon moyen de voir qui se cache derrière l'humain. Et tu arrives à caler tout ça dans ton emploi du temps parce que ça fait de multiples facettes. Tes semaines doivent être bien chargées. Alors, j'y arrive parce que j'ai la chance de faire quelque chose qui me passionne et qui est évidemment très chronophage. Je suis chef d'entreprise de plusieurs entreprises et du coup, j'ai aussi plein de casquettes qui sont dans l'ombre de tout ça. Oui, pour l'instant, ça passe. Peut-être qu'un jour, ça s'arrêtera, mais en tout cas, oui, mes semaines sont très chargées, mes week-ends aussi. Et du coup, mais quand on fait quelque chose qu'on aime par passion, j'ai envie de dire que on n'est pas trop, on n'est pas trop embêté par le fait que ça prenne du temps. Ceci étant, la gymnastique la plus difficile, c'est de réussir justement à caler des temps off. Et là, justement, je te remercie de faire cette ce grand podcast. Mais c'est sur 3-4 jours que je m'accorde un peu free parce que j'ai fait 2 mois très intenses et il y a 2 mois très, très intenses aussi qui m'attendent. Tu arrives à pratiquer quand même la course à pied ou tu es uniquement aujourd'hui dédié au coaching et aux activités que tu as évoquées en début d'épisode? Je suis totalement consacré à mes athlètes, à mes cours, à mes formations, aux gens que j'ai en coaching personnel, au coaching en entreprise. Mais le sport faisant partie de ma vie, je m'entraîne. Là, tu vois, je viens de faire une séance, je referai une séance, je m'entraîne 2 fois par jour à minima. J'ai la chance de cohabiter avec un de mes athlètes, donc du coup, qui est lui un athlète de haut niveau, et donc du coup, je m'entraîne. Mais quand je suis, quoi qu'il arrive, le sport, c'est toujours les gens mangent, moi je fais du sport. Tout ça pour dire que c'est dans mon planning. Ouais. Oui, c'est dans mon planning. Alors, au niveau des athlètes, donc tu évoquais justement être coach. Quelles sont les personnes qui viennent solliciter la méthode Seb Cornet? Et tu pourras la décrire justement cette méthode parce que elle est peut-être particulière. Ouais. Déjà, comme je l'ai dit au tout début de l'épisode, j'ai commencé le coaching en coach athlète santé. Le coach athlète santé était une excellente idée de la Fédération française d'athlétisme il y a une quinzaine d'années, qui était de proposer à nos contemporains, que ce soit en athlète, qu'on puisse prendre soin de nos contemporains, c'est-à-dire 95% des gens qui ne font pas du sport de compétition ou de haut niveau. Et du coup, en fait, la méthode, elle est née de ça. En fait, au départ, mon leitmotiv était de mettre mes contemporains à l'activité. Et moi, j'ai cherché plein d'activités justement pour réussir à les mettre à l'activité. J'ai même été jusqu'à être prof de Zumba. Alors souvent, ça fait rigoler parce qu'on est en France et que ça fait sourire et qu'on se dit, quelqu'un qui est pointu et compétent ne peut pas faire de la Zumba devant 500 filles un peu en furie. Et or, moi, j'ai une ouverture d'esprit qui est assez large et qui me dit, le principal pour moi, c'est de faire bouger les gens. Donc, les athlètes aujourd'hui qui font appel à moi sont les mêmes qu'il y a 15 ans. C'est-à-dire, j'ai des gens qui sont insuffisants respiratoires ou diabétiques, et puis d'autres qui sont des sportifs de très haut niveau, parfois les meilleurs dans leur discipline.
Ce qui regroupe ce qui les rassemble, c'est leur ouverture d'esprit et la façon de voir l'entraînement un petit peu différemment. Et du coup, ça va de fait de présenter ma méthode. Enfin, ma méthode, c'est un peu prétentieux parce que je crois pas que j'ai une méthode en particulier. J'ai juste mis au goût du jour des choses qu'on faisait certains instinctivement et qu'on a oublié un petit peu. C'est-à-dire que je pars du principe et du postulat que 99% de mes contemporains ne sont pas assez forts parce que c'est la qualité qu'on préfère en premier. Et que du coup, avant de les faire courir, avant de les faire pratiquer une discipline, je les renforce. Et la méthode école de trail, elle est née de ça, de ce constat-là et d'un deuxième constat qui était qu'en tant que coach athlète santé, moi, je devais recevoir des gens qui étaient qui étaient avec des niveaux complètement hétérogènes. Et s'il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé dans la clé, hein, parce que c'est mon sport de prédilection, même si j'en ai fait plein d'autres, ou même dans d'autres sports, c'est tu vas dans ton sport, dans ton loisir avec un groupe. Ah, tu es niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 12, que sais-je. Et j'ai trouvé ça très... moi, j'ai du mal avec qu'on mette les gens dans des catégories. À la preuve, hein, j'ai un esprit ouvert et j'ai eu du mal pendant un temps qu'on dise ah, il peut pas être bon puisqu'il fait de la Zumba. Et du coup, le concept de santé m'a permis d'avoir des groupes complètement hétérogènes. Et je me suis dit, bah, c'est à moi, le coach, de me débrouiller pour que... Alors, je vais le dire avec beaucoup d'affection, hein. Moi, je les appelle mes Martines parce qu'elles existent vraiment. Mes Martines, elles se nomment comme ça. Mais mes Martines ou mes champions, bah, je voulais qu'ils fassent la même séance. Et c'était à moi de me débrouiller pour que dans l'heure ou l'heure et demie sur laquelle ils venaient dans mon encadrement, ils puissent et l'un et l'autre partir en étant satisfaits de leur séance et en ayant progressé. Et donc, le concept est né au départ de ça. D'abord, du constat que mes contemporains n'étaient pas assez forts. Et du deuxième constat qui était, si les gens viennent me voir et que j'ai des groupes complètement hétérogènes, à moi de les gérer, qu'ils s'amusent tous ensemble. Et donc, à partir de là, tu as pris des fonctions dans une association ou tu étais déjà indépendant à Ouais, ce non, non, niveau-là? alors j'ai le coach athlète santé, alors c'est particulier, ouais. Je me suis lancé coach athlète santé et en fait, mon club d'alors ne pouvait pas me salarier. La prérogative numéro une du coach athlète santé, c'est qu'il fallait qu'il soit salarié et professionnel parce qu'il fallait proposer des créneaux horaires, chose qu'on ne faisait pas en athlétisme parce on a mis du temps à professionnaliser dans l'athlétisme. D'ailleurs, le professionnalisme dans l'athlétisme, c'est un gros mot, hein. J'aime beaucoup l'athlète, j'aime beaucoup, je suis vraiment ultra fan, mais il y a des dogmes encore qui restent très forts et celui-là en était un des premiers. Et du coup, mon club ne pouvait pas m'embaucher, mais j'ai cru très très tôt un, mes capacités, et puis deux, la possibilité que ça pouvait fonctionner. Et pourtant, j'étais dans une petite ville, hein, 16 000 habitants, Drôme, un tournon entre la Drôme et l'Ardèche. Et on m'a dit, ça marchera jamais ici, ça marchera à Lyon, ça marchera dans les grandes villes. Et en final, ça a tellement bien marché que j'étais le meilleur démarrage français et que je me suis en fait, de par les petites économies que j'avais mis de côté, comme on dit de manière très vulgaire, j'ai mis mes bijoux de famille sur la table et puis je me suis lancé avec mes économies pour voir si ça marchait. Puis ça a très très vite bien fonctionné et puis on a eu jusqu'à 400 licenciés au sein du club et de l'association que je dirigeais. Et puis j'ai même embauché des gens et ça a très vite très bien fonctionné. Est-ce que tu estimes au niveau des formations fédérales, je suis actuellement moi en formation pour être animateur athlé-forme, donc pas très loin du coach athlé-forme que tu as été. Est-ce que tu penses que le niveau était suffisant pour aujourd'hui proposer aux gens cette expertise dans la biomécanique, cette correction que tu vas pouvoir apporter dans l'exécution d'un mouvement, par exemple? Est-ce que c'est ça qui t'a peut-être poussé vers la clinique du coureur et vers des formations peut-être un petit peu plus pointues que ce que la Fédé a pu t'apporter? Alors, il va y avoir deux sujets à ça et deux façons de l'aborder. Le premier, qui va être très critique envers la fédération, même si je pense qu'il y a des gens très, très, très compétents et des gens qui méritent d'être un peu plus écoutés. Malheureusement, c'est une fédération qui écoute très peu et qui a du mal avec le changement. Et j'en suis la preuve, mais j'ai plein de collègues hein, qui étaient dans mon cursus de coach athlète santé qui sont aujourd'hui partis parce que on a tendance à se dire les meilleurs partent ailleurs. Et pour revenir sur les formations, il y a un problème, on va pas se mentir, de remise en question et de remise en cause. Même s'il y a d'énormes compétences, malheureusement, souvent, elles sont pas écoutées. Donc, j'ai un regard très critique, mais aussi bienveillant envers la Fédé parce que je pense qu'il y a des gens qui sont très bons. Après, pour ce qui est des formations, effectivement, comme je l'ai dit en préambule, moi, je suis quelqu'un de très, très ouvert et du coup, dès que je me suis formé,
j'ai continué à me former des fois dans des formations sur lesquelles on m'attendait pas. J'ai fait des formations paramédicales, j'ai fait des formations sur le pied, j'ai fait des formations très très larges et des fois un peu où j'étais le seul coach. D'ailleurs, en 2016, quand moi je fais ma formation, le 1.0 qui est le cours fondateur de la clinique du coureur, j'étais le seul coach, on était 50 et je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi j'avais si peu de coachs. Je pense donc du coup pour prendre la défense de la Fédé, je pense qu'il y a aussi c'est aussi aux encadrants, aux coachs d'aller toujours se former. Et j'ai tendance à dire pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux qu'un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur et un coach qui ne continue pas à se former l'est tout autant. Parce que même si moi aujourd'hui je suis formateur et je fais des formations complètement diverses et variées auprès de la clinique du coureur, mais aussi auprès du trail et d'écoles de trail, je continue à me former dans des choses qui vont ou me challenger ou alors aller un peu plus loin dans mes connaissances. Donc, si on part du principe que suivre une formation, quelle qu'elle soit, sera l'alpha et l'oméga de mon cadrement, c'est une erreur. Donc, du coup, c'est tout ça pour prendre un peu la défense de la Fédé. Effectivement, les formations fédérales, j'ai un regard critique envers elles, mais en règle générale, même des formations qui pourraient être un tout petit peu plus poussées, si on reste sur une seule formation, on se perd. Et non, c'est pas ça qui m'a poussé vers la clinique du coureur. C'est plutôt en fait, d'ailleurs, ma rencontre avec la clinique du coureur, c'était un ami qui était kiné, je coachais ses parents. Il connaissait ma philosophie de coaching et il me disait, faut vraiment que tu te rapproches faut que tu ailles faire les formations et que tu te rapproches d'eux. Et puis en fait, voilà, j'ai fait la formation. J'ai rencontré Blaise Dubois, qui est le cofondateur de la clinique du coureur. On a bien matché. Il est américain, c'est un gars de l'Amérique du Nord, donc il aime le challenge. Et moi, je suis quelqu'un qui et une ouverture d'esprit aussi qui se rapproche très très fortement de l'Amérique du Nord de ce côté-là. Donc on s'est challengé, il a écouté ce que je faisais, il m'a dit de venir faire le 2.0, chose que j'ai été faire, la formation ultime du cursus d'école de la clinique du coureur, pardon. Et puis il m'a dit je pense que tu es compétent et tu devrais nous servir et j'ai pu monter mon propre cours au sein de la clinique du coureur. Mais aujourd'hui, je fais aussi des formations totalement différentes et je pense que un encadrant a tout intérêt à aller se confronter à des choses qui peut-être lui parlent pas et puis qui vont nourrir, qui vont enrichir sa boîte à outils d'encadrant. Je pense qu'on est là sur un point assez fondamental, le fait de devoir en permanence, peut-être pas repousser ses croyances, mais étoffer les outils dont on dispose pour aborder de la meilleure des façons une pathologie, un athlète ou une situation qu'on ne connaît pas. Étant moi-même enseignant, étant prof depuis 16 ans, les jeunes que l'on a au quotidien dans nos classes, il n'y en a pas un qui va fonctionner pareil. Donc tes athlètes, ça va être pareil. Tu vas avoir des personnes et des situations différentes. Exactement. Et c'est bien que tu fasses cette transition-là parce que effectivement, ce qui peut peut-être caractériser aujourd'hui la méthode Seb Cornette, même si très honnêtement, je veux que nos interlocuteurs l'entendent bien, c'est que j'ai pas de problème d'ego. Et si aujourd'hui l'école de trail belle méthode Seb Cornette, c'est juste pour qu'on l'identifie clairement. Mais je sais une chose, c'est que il y a beaucoup de méthodes d'entraînement qui se sont basées à l'inverse de celle que moi je défends, c'est-à-dire on regarde ce qui marche pour un élite comme toi en classe, on regarde ce qui marche pour quelqu'un pour qui ça fonctionne, l'apprentissage des maths, et puis on va faire ruisseler. Je crois que c'est un peu dans l'air du temps en ce moment. Et comme je suis aussi un passionné d'économie, on sait que le ruissellement, ça ne fonctionne pas. Et dans le sport, c'est exactement la même chose. Si on veut que la méthode elle soit la plus abordable pour tout le monde, il faut d'abord partir de la base. Qu'est-ce qui marche pour 99% de nos contemporains? Et puis après, y mettre jouer sur certains curseurs pour que la pyramide soit inversée. C'est-à-dire que moi, je m'inspire pas de Kipchoge, je m'inspire pas de Kylian Jornet. Je m'inspire de la base, qu'est-ce qui marche pour mes Martines, ok. Et puis après, les athlètes élites qui font appel à moi, je vais avoir un curseur. Et justement, trop souvent, les méthodes d'entraînement, on regarde ce que font. On regarde ce qu'ils font en haut, puis on se dit, tiens, je vais essayer de faire la même chose. Et c'est meilleur moyen de, un, se blesser, ou deux, d'être contre-performant. Et du coup, comme tu le dis, évidemment, mes athlètes sont tous différents, mais ils ont un socle commun. Et je suis assez sûr là-dessus. Puis en plus, on a la chance aujourd'hui, de par le fait que je suis enseignant de la clinique du coureur, la science est venue prendre une grande partie de mon activité. Et aujourd'hui, la science, elle valide ce que je défends. Donc, encore, quand le terrain te donne des preuves et qu'en plus la science le valide, c'est assez sûr comme
comme philosophie. Alors, quelle serait la base justement de ta façon de voir l'entraînement? Qu'est-ce que tu mets en premier? Tu parlais tout à l'heure de renforcement musculaire. C'est vraiment pour asseoir Ouais. une structure solide au niveau du corps? Alors, l'école de trail, elle est autour de trois piliers. Les trois piliers fondamentaux sont chaque séance sera tournée autour du renforcement musculaire. Parce que comme on l'a dit, nos contemporains sont pas assez forts. Regarde, on est assis là tous les deux, on dialogue, c'est super, et on passe la plupart de notre temps. Et même moi, hein, je suis un sportif sédentaire, c'est-à-dire que je suis très actif, mais j'ai un temps où je suis devant mon ordinateur. Donc on est quoi qu'il arrive, on manque de force. Donc déjà, si on part de ce postulat, eh ben, ça doit faire partie intégrante de toutes nos séances. Puis, le deuxième point, qui est un point fondamental aussi pour moi et qui est aussi négligé, c'est la technique. Et en fait, on dit courir, c'est naturel. Et moi, j'aimerais vivre dans ce monde de bisounours où mes contemporains sont tous, où le meilleur renforcement pour eux, c'est de courir. Mais malheureusement, mes contemporains sont pas assez forts. Et moi, j'ai lu Born to Run. Je pense qu'on est clairement fait pour courir. Mais je pense aussi qu'on s'est clairement désadapté et que du coup, pour se réadapter, il faut passer par cette partie technique. Et j'ai participé à des conférences où c'était faut-il apprendre à courir? Moi, je suis coach et préparateur physique. Je pense qu'il faut apprendre à courir ou réapprendre à courir. Je pense par contre qu'il n'y a pas de foulée optimale, que on a chacun un pattern de course qui doit être différent et qui doit être pris en compte. Mais il y a quand même des choses qui doivent nous amener à courir correctement, ou en tout cas à avoir des modérations d'impact sur notre foulée et pas croire que c'est ce qu'on va mettre au bout des pieds qui va nous protéger plus que l'apprentissage de la course. Et puis après, le développement physiologique, mais ça qui est propre à toutes les méthodes d'entraînement. Donc, autour du renforcement, et puis après, avec un curseur qui va être plus ou moins important en fonction des séances, de groupe, mais aussi individuel, parce que j'ai aussi des athlètes que je coach de manière individuelle. Donc, du coup, ça, c'est vraiment ce qui va caractériser clairement mon entraînement et la méthode que je défends. Ces trois piliers-là. Après, dans le renforcement musculaire, comment tu l'intègres? Ce sont des séances que tu vas proposer à part ou est-ce qu'elles s'intègrent au sein même d'une séance où tu vas mêler renfort running, entre guillemets? Exactement, et les trois. Alors, quand je dis les trois, c'est-à-dire qu'il y a, j'identifie déjà quels sont les manques, mais en clair, il y a trois types de séances. Il y a des séances purement de développement du renforcement, donc de la force, parce que c'est la qualité, comme je l'ai dit, numéro un qu'il faut qu'on travaille chez nous, chez nous tous. Et il va y avoir aussi des séances dites, les séances école de trail, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que dans la séance, tu vas avoir du renforcement mêlé à de la course à pied, avec plus ou moins d'intensité, avec de la montée, de la descente, du plat, qu'en fait, une fois qu'on a convaincu, que j'ai convaincu mon auditoire que le renforcement était nécessaire, comment je le transfère, ce renforcement? Parce que c'est bien beau de développer de la force, mais le principal, c'est de réussir à le transférer. Donc, d'avoir des exercices de renforcement qui soient fonctionnels à l'activité, et puis deux, qui puissent être transférés très rapidement. Et donc, du coup, de pouvoir permettre à nos athlètes ou à l'athlète de mêler les deux. Et puis, l'un des points qui est aussi fondamental, et vers lequel je suis très confronté, c'est que la plupart des gens vont me dire, ouais, les coureurs vont me dire, ouais, je veux pas faire de renfort, moi, tu me fais chier avec ton renforcement, excuse-moi du terme, mais c'est un peu ça. C'est rébarbatif, c'est pas ludique, c'est pas marrant. Et en fait, quand tu l'intègres dans la course à pied, ça le rend déjà, donc comme je le disais, très très facilement transférable, et puis en plus hyper ludique. Donc du coup, j'arrive à convaincre, mais ceux qui sont les plus réfractaires à mettre du renforcement dans les séances. Puis après, une fois qu'ils sont convaincus de ça, je leur dis, j'essaie de rendre les activités ludiques. Mes WOD, ce que j'appelle mes WOD, mes circuits de renforcement sont nécessaires pour qu'on développe la force, parce que développer la force est important. Donc, et puis j'ai des mini-séances, parce que souvent aussi, l'autre excuse qu'on va me dire, c'est j'ai pas le temps. Et du coup, je donne des tips pendant mes cours et sur des musiques qui s'appellent Flower de Moby, Brings Sally Up, Brings Sally Down. J'ai aussi Michael Jackson avec Beat It, où sur 4 minutes 26, je démontre que, en fait, si tu as 4 minutes dans ta journée, ce que tout le monde peut avoir, on peut trouver du temps pour du renforcement, de la mobilité. Parce que une fois aussi que j'ai convaincu que les gens, il fallait que le renforcement était nécessaire, je sais aussi une chose, c'est que si tu n'es pas mobile, tu es Playmobil, hein, pour ceux qui me suivent sur les réseaux et qui sont dans ma team, ils s'appellent tous la team Playmobil. C'est important c'est même fondamental d'être mobile pour que, se préserver de la blessure et puis aussi pour se rendre plus fonctionnel. Donc,
Voilà, ça fait partie du renforcement, c'est de la mobilité. Donc voilà, j'ai plein de petits tips et de petits subterfuges qui me permettent de convaincre ceux qui sont les plus réfractaires et puis surtout d'intégrer ce renforcement à la course parce que c'est quand même ce qui est le principal. C'est bien de faire des squats, hein, je pense que tout le monde devrait faire des squats. D'ailleurs, les squats, c'est la vie, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Mais aussi, pouvoir le transférer, c'est quand même le plus important. À partir du moment où tu indiques aux personnes à quoi va servir le renforcement musculaire, ils le comprennent peut-être un petit peu plus facilement. Pour l'avoir expérimenté pendant le confinement, un prof à la maison avait beaucoup de temps à consacrer au sport. Donc, j'ai vécu, entre guillemets, comme un athlète de haut niveau pendant quelques mois, en 2020. J'ai fait beaucoup de renforcement, très peu de blessures sur cette année 2020. 2021, j'en ai un petit peu moins fait de renforcement musculaire. Et puis là, tu vois, septembre bien chargé, le dos m'a rappelé à l'ordre. Et je me suis dit, tiens, si tu regardes tes séances de renforcement musculaire, il n'y en a pas eu beaucoup. Et le lien avec le manque de mobilité, il est là. Donc, je vais reprendre et j'ai commencé à reprendre ces séances de renfort. Mais je pense qu'il faut les intégrer dans son quotidien. Tu le disais, 4 minutes, ça se trouve assez facilement. On échangeait avec Diego donc il y a quelques semaines qui a sorti donc un livre sur le Challenge Fit Run. Pareil, il prône la mobilité, c'est 15 minutes par jour. On peut le trouver. Un peu moins de réseau, un peu moins de Netflix et on intègre ce renfort-là. Moi, je vais même motiver ceux qui regardent Netflix. Tu peux très bien faire ta mobilité devant la dernière série que tu regardes. Et en fait, c'est juste, tu décides de rester dans ton canapé ou sur ton tapis. Et effectivement, là où je rejoins, c'est pour ça que Diego et Christophe qui ont sorti un livre. Et c'est assez rigolo parce que moi, je sors le mien bientôt. Et du coup, je pense que sans se concerter, on sera sur quelque chose. Moi, je présente mon concept, mais on a une philosophie qui est très commune. Et du coup, ça me parle beaucoup. Mais effectivement, le temps, ce n'est qu'une excuse, hein. Celui qui veut trouver une solution, celui qui ne veut pas trouver une excuse. Maintenant, il faut quand même, malgré tout, le rendre ludique. Et c'est là où, force est de constater, sans aucune prétention aucune, mais que l'école de trail, elle a trouvé son public et elle fonctionne bien. C'est parce que les gens arrivent dans leur séance, arrivent à transférer justement ce renforcement et le mêler dans de la course ou à haute intensité. Et en plus, ça a un effet bénéfique parce que ce qui me caractérise le plus, c'est le mantra moins courir pour mieux courir. Et effectivement, ce mantra, il est là et il est prouvé aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu mêles du renforcement à ton développement physiologique, on va parler de PMA, hein, de notions de très haute intensité, et tu vas avoir besoin de moins de nombre de répétitions de 1 minute ou de 400 mètres pour avoir le même effet physiologique en y mêlé du renforcement. Donc, tu as double intérêt, c'est-à-dire que tu te renforces et en plus, tu as un effet physiologique qui est doublé par rapport au nombre de répétitions que tu aurais dû avoir à faire si tu voulais le même effet physiologique. Donc, voilà, on est sur du gagnant-gagnant, on est sur de la bonne pratique et tu l'as dit, donc c'est très empirique. Alors, on ne veut pas se permettre moi je suis enseignant, je peux pas me dire Sébastien il a fait ça et ça a marché pour lui. On peut pas se baser là-dessus. Mais des exemples comme ça, il y en a de plus en plus et aujourd'hui en plus, le BJSM qui est le plus grand journal scientifique dans le sport et l'activité physique démontre sort perpétuellement des études probantes et pas des études sponsorisées qui démontrent que le renforcement, même à charge d'ailleurs, et c'est là peut-être que moi je vais encore un peu plus loin dans le renforcement, c'est-à-dire oui, si tu es aujourd'hui convaincu que le renforcement c'est bon pour toi, fais-en à poids de corps, c'est très bien. Mais très vite, si tu veux développer ta force, utilise de l'outil, charge, mets-toi sous une barre. Non, tu ne vas pas prendre du poids. Non, tu ne vas pas d'un seul coup prendre du poids qui ne sera pas nécessaire. Et si tu prends du poids, il sera dans ton pattern de course, donc il sera efficient pour ton économie de course. Voilà, donc intégrons ce renforcement, transférons-le pour une meilleure pratique. Et tu l'as dit, parce qu'en fait, c'est d'abord ça. Pourquoi aujourd'hui ma méthode, elle convainc 95% de mes contemporains? Parce que la priorité, c'est la blessure. C'est justement, je ne veux pas qu'ils se blessent. Et moi, je ne vais pas vers les athlètes, que les choses soient claires. J'ai la chance d'être très sollicité. Et les athlètes que j'ai de haut niveau ou de très haut niveau, c'est des gens qui sont venus à moi en disant on va s'entraîner autrement et auxquels ils sont vraiment posé une question sur leur propre entraînement. Et ma philosophie, c'est de dire ma priorité, c'est pas de l'emmener à son 100% de ses capacités, c'est qu'il ne se blesse pas. Et du coup, on sait qu'un athlète qui ne se blesse pas, il va progresser plus lentement qu'un autre qui va avoir une progression très rapide, hein. On le voit aujourd'hui dans le trail, d'ailleurs, c'est ce qui
c'est ce qui nous fait le plus peur, hein. C'est qu'une activité où on voit des gens arriver, des filles en particulier, hein, qui progressent très vite en faisant n'importe quoi et puis du coup restent là-dedans, puis d'un seul coup on les disparaissent parce qu'ils se blessent. Et comme c'est un peu intégré dans notre process, que la blessure fait partie de l'entraînement, ben se blessent et vont de blessure en blessure, alors progressent très vite, régressent. Et du coup la priorité du renforcement ou de la mobilité, c'est de la prévention de la blessure. Et on sait que si on préserve un athlète, quel que soit son niveau, il progressera. Alors là, tu prêches et tu vas me convaincre totalement parce que j'avais sorti un épisode au tout début du podcast, c'était l'épisode 13 où je l'ai intitulé Courir moins pour courir mieux. Et finalement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que depuis 1 an maintenant, je suis encadré et accompagné par David Goss, donc sur Toulouse, donc qui à distance me suit, qui a développé et a entre guillemets suivi des formations donc de la clinique du coureur, donc il est dans cette dynamique-là. Quand je regarde les statistiques, je cours moins que quand je n'avais pas de coach, mais je me suis moins blessé également sur cette année avec lui parce que la charge d'entraînement est adaptée. On le verra tout à l'heure hein, avec l'outil que tu dois également utiliser, Nolio. Ça permet de voir un petit peu ce que l'on a fait semaine après semaine et de ne pas surcharger le corps. Mais ces exercices de renforcement-là, toi, tu préconises de limite faire sauter une séance de course à pied au profit d'une séance de renfort. Ce serait plus bénéfique que de surcharger le corps. Alors, tu sais, la sémantique est importante et du coup, si on dit sauter, ça va tout de suite faire peur à ceux qui ne sont pas convaincus par le renforcement. À Non, je vais remplacer. dire mixer. Ouais, non, mais je vais dire mixer. Tu vois, quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine doit garder son activité aérobie, course, ok, et dans les 2 autres fois, doit faire une séance purement de renforcement et une séance mixte, une séance école de trail, c'est-à-dire où tu mêles renfo, technique et course. Voilà. Et puis, j'ai fait des petits tableaux comme ça avec des ratios. Plus tu t'entraînes et plus, en fait, le ratio est toujours le même, en fait. C'est-à-dire que il doit y avoir un tiers, un tiers, un tiers, et puis l'entraînement croisé aussi, parce que ça fait partir aussi du moins courir pour mieux courir et du renforcement caché, parce qu'on peut faire du renforcement autrement qu'en soulevant des charges ou en faisant des exercices dits de renforcement. Donc ça aussi, ça fait partie de l'entraînement caché. Mais oui, je préconise quoi qu'il arrive à mes contemporains. Et puis, je parlais des petites mini-séances. Si tu as 5 minutes par jour ou 15 minutes pour faire de la mobilité, fais-la et fais ton core training. Peut-être que si tu n'as pas eu le temps, fais 10-15 minutes uniquement sur ton corps. CORE hein, pour ceux qui nous écoutent et pour qu'on soit vraiment sur un travail du noyau qui est fondamental aussi pour le coureur, qui est souvent négligé. Voilà. Trouver des mini-séances. Donc, continue à t'entraîner 3 fois par semaine. 3 fois, on dit c'est le minimum pour progresser. En dessous, c'est juste de l'entretien. Donc, pour toute personne qui s'entraîne au moins 3 fois par semaine, c'est au moins une séance, oui, dite de renforcement pur. Avec le recul, Seb, et les outils que tu utilises, est-ce que tu observes beaucoup moins de blessures chez les coureurs qui suivent ton plan d'entraînement, ta méthode, que ceux qui étaient auparavant sur d'autres coachs, d'autres méthodes d'entraînement? Est-ce que les gens te le disent? Est-ce que finalement, depuis, je sais pas, 6 mois, 1 an, qu'un coureur va être dans ton groupe d'entraînement, est-ce qu'ils vont constater moins de blessures, moins de bobos, plus de solidité? Alors, il faudrait poser la question à mes athlètes, mais effectivement, en fait, je pense que là où je suis convaincu que la méthode que j'emploie est la bonne, c'est que justement, sur le nombre d'athlètes que j'ai 95% de gens qui ne sont pas blessés et que les 5% qui sont blessés, et c'est assez drôle parce que je ne vais pas le nommer, mais j'ai un athlète de haut niveau qui s'est blessé, c'était l'an dernier. Et en fait, il s'est blessé en faisant exactement ce qu'il fallait pas faire et ce que je lui disais de pas faire. Donc, tu vois, le seul athlète que j'ai eu blessé l'an dernier, c'était dû à une erreur de sa part. Pas que je me dédouane, hein. Moi, je pense, on échoue, ils réussissent. C'est vraiment mon discours, c'est toujours celui-ci. Et si il se blesse, c'est que je me suis trompé. Donc, aujourd'hui, force est de constater que j'ai pas ou peu de blessés. Et ceux qui sont blessés, c'est des fois un pas de chance. Mais en tout cas, effectivement, tu as dit un truc très, très juste, c'est que, et d'ailleurs, c'est une notion sur laquelle j'insiste énormément quand je suis en formation. Et d'ailleurs, sur le 1.7 pour la clinique du coureur, c'est la notion avec laquelle tous mes participants doivent partir, c'est la notion de charge. Et trop souvent,
on ne parle que de volume. Hein, et moi, ça m'irrite, ça me fait saigner les oreilles. On ne prend en compte que le kilométrage ou le dénivelé ou les heures passées, comme si c'était le Graal absolu pour tout entraînement. Et en fait, non, il y a la charge, et la charge, elle se calcule évidemment. Et Nolio, un outil que j'utilise, et j'ai la chance d'avoir un tout petit peu donné à la main. Et puis, enfin, voilà, modestement, François et Alex sont des gars super de chez Nolio, hein, ils sont pas loin de chez moi. C'est des gars vraiment géniaux et qui ont un produit qui doit permettre à tout coach qui se respecte de bien justement planifier cette charge d'entraînement. Donc oui, pour répondre définitivement à ta question, sans paraître prétentieux, mais oui, mes athlètes ne se blessent pas et c'est ce qui fait pour moi ma réussite d'entraînement. Plus que leurs résultats, même si en plus ils font de bons résultats, mais ça va de pair en fait. En tant que coach, tu as plus de satisfaction quand tu vois quelqu'un qui débute arriver à un objectif qui serait, on va dire, commun, entre guillemets, comme je le ferais, un 5, un 10, un semi-marathon, ou un athlète élite que tu vas amener vers un résultat encore plus probant, même si lui a déjà, tu vois, ce socle d'entraînement, cette expérience. Quelle est la plus grande réussite pour toi? Alors en fait, tu mets le doigt sur quelque chose qui me caractérise pleinement, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'important, c'est l'humain. Et je m'explique. En fait, quand je disais que je ne vais pas vers les athlètes, et quel qu'il soit leur niveau, c'est que, alors ça peut paraître prétentieux par rapport aux gens qui vont nous écouter, mais en fait, je recrute mes athlètes. C'est-à-dire que là, j'ai ouvert des places. J'ai reçu plus de 105 demandes. Alors maintenant, j'ai une équipe de coachs qui peut prendre les gens que je ne peux pas prendre. Et sur ces 105, j'ai pris 6 personnes. C'est-à-dire que je choisis, on fait une visio. Et du coup, tu vois, je vais répondre à l'envers à ta question. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est la personne. Qu'est-ce que je peux lui apporter si le feeling passe entre lui et moi. Et très clairement, les émotions c'est pour ça que l'humain est pour moi important et à nouveau c'est pas de la démagogie, mais si je ne devais pas payer mes factures, je pourrais faire ça gratuitement parce que j'aime fondamentalement tous mes athlètes, j'ai une relation hyper proche avec tous et c'est pour ça que j'en prends très peu et que je les choisis et que du coup que ce soit celui qui va finir parce qu'il est insuffisant respiratoire, son 5 km parce que c'est un défi pour lui, ou l'athlète élite que j'aurais aidé qui aura souvent, alors je le dis, hein, tous les athlètes élites que j'ai ont une vie de famille, ont des enfants, ont un job, et du coup, que j'aurais aidé, malgré leurs contraintes externes, à réussir leur objectif en n'ayant pas mis de côté leur vie de famille, parce que je pars du principe que le sport est la priorité des choses secondaires. Donc, voilà, c'est pour ça que le niveau m'importe peu. Mais par contre, l'émotion qu'on va réussir et eux et moi à vivre, ben, ça vaut tous les podiums du monde. Donc, je préfère un athlète élite qui fait 4e sur une course, mais qui aura fait ce qu'il faut, plutôt que d'avoir un athlète qui gagne une course en ayant divorcé, perdu son job et voilà. Donc non, le niveau n'a aucun espèce d'importance. Évidemment, en fait, d'ailleurs c'est une de mes athlètes et amies qui s'appelle Florence Morisseau, qui est enseignante à la clinique du coureur et qui dit un truc très très juste, qui dit Seb, en fait, ce qu'il veut, c'est faire de nous des meilleures versions de nous-mêmes. Et ben voilà. Donc t'as ta réponse, c'est-à-dire que je suis aussi heureux quand une de mes Martines finit sa course qu'elle avait prévue de son village avec l'émotion, elle est en pleine forme, elle a réussi à se dépasser et sans sacrifier aucun pan de sa vie que mon athlète élite qui aura performé. Et cette année, mes athlètes élites ont très très bien marché et j'ai évidemment des grandes émotions, mais les émotions enfin voilà, il y a pas l'émotion, c'est pas le niveau de la performance. Alors, cette école de trail que tu prônes, que tu développes, est-ce qu'on peut être également sur des courses sur route ou est-ce que c'est vraiment dédié aux gens qui font du trail? Est-ce que la terminologie est sur les deux terrains? Ouais, exactement. Alors en fait, ça c'est donc le concept est né de ma petite tête en 2009 et déposé en 2010. Et en fait, dans mon petit club là que je coachais, ce qui m'a fait le plus de publicité, c'était de préparer des gens sur un marathon. Donc oui, en fait, école de trail parce que c'est le trail
qui a été, quand moi j'ai arrêté ma carrière de haut niveau, qui m'a le plus intéressé. Puis, j'avoue avoir un peu plus d'affection pour le trail. Mais aujourd'hui, je prépare des gens qui préparent des marathons, qui préparent des 10 kilomètres et qui vont avoir le même socle et la même philosophie d'entraînement. Donc, oui, ça s'appelle école de trail parce que école, c'est à l'école que tu apprends. J'ai face à moi, en tout cas, un prof. Et c'est pour ça, au départ, d'ailleurs, il y a eu des fois des incompréhensions parce qu'on s'est dit, c'est pour les enfants. Non, non, école de trail, c'est pour les adultes parce que je pense qu'on doit apprendre tout le temps. Et maintenant, il va y avoir Graines de Trailer qui sera une formation à destination des enfants parce qu'il faut évidemment qu'on les prenne en charge et qu'on puisse répondre à cette demande et puis à les prendre bien en charge en leur faisant faire des choses ludiques. Mais l'école de trail, c'est à destination de tout coureur ou même aujourd'hui, moi, j'ai des arbitres de foot. J'ai un arbitre de foot en athlète, j'ai des gens qui sont vététistes, j'ai une fille qui fait du ski. L'école de trail, c'est une philosophie et qui fait voir qu'on peut s'entraîner différemment. En fait, voilà, c'est plus ça. Mais effectivement, le concept et les formations sont autour du trail et sont plus à destination de gens qui veulent coacher dans le trail ou qui s'entraînent dans le trail. Mais c'est très, très large. Alors, il est vrai que là, à côté de la maison, moi j'habite entre Orléans et Blois, à la JBO, il y a Paul, qui est un de vos ambassadeurs, qui a développé cette partie école de trail dans la région du Loir-et-Cher. On peut pas dire que c'est là où on va trouver le plus de dénivelé. Qu'est-ce que tu proposes, toi, à des ambassadeurs, à des coachs, justement, qui viendraient te solliciter pour déployer ta méthode dans leur club? Je fais partie d'un club qui s'appelle Mauve Attitude Running et Trail. On a des personnes qui sont chevronnées également et passionnées de trail. Qu'est-ce que tu pourrais, par ta méthode, apporter à notre club, par exemple, et qu'est-ce que ça engage comme formation, comme contenu derrière? Alors déjà, la méthode, c'est comme elle est tournée autour des groupes complètement hétérogènes, c'est que ça facilite. C'est ce que je dis au départ pour convaincre mes confrères coachs, c'est que quel que soit le niveau de ton groupe, qu'il soit 10, 15, 20, 30, 50, tu pourras faire des séances communes tous ensemble. Donc ça, c'est un premier point. Et puis du coup, on a mis en place des formations pour justement leur donner des clés et des outils et leur présenter ce concept. Et donc du coup, il y a aujourd'hui 2 formations, puis une troisième qui arrive. Donc 2 formations, niveau 1, niveau 2. Niveau 1, c'est vraiment la présentation du concept, comment on monte une séance. Ils vont vivre des séances, ils vivent des séances parce que comme je le disais, un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Donc c'est bien de la théorie, mais c'est aussi bien la pratique. Et aujourd'hui, en fait, nos formations sont 50% théorie, 50% pratique. Donc un week-end qui est assez chargé sur 2 week-ends. Et le niveau 2, c'est plus de la planification. Comment on aide à planifier justement, une fois qu'on est convaincu par le concept, comment on le fait pour le mettre en place sur toute une année auprès d'un club? Parce que j'ai des gens qui vont préparer, par exemple, une course en octobre et puis d'autres qui vont préparer une course au printemps. Et puis troisième billet qu'on a lancé depuis cette année, avec mon équipe. Donc même si ça s'appelle méthode Seb Cornet, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est ultra compétente. Donc déjà ça c'est hyper important, mais qui est aussi hyper dévouée et super motivée par le concept. Et on a lancé donc depuis septembre la labellisation de l'école de trail. Ça veut dire que des gens qui seraient alors au début à destination des gens qui sont formés, mais on a eu tellement de succès par cette labellisation, c'est des gens qui se sont dit, écoute, ça nous intéresse, on veut se labelliser, mais pour l'instant, on n'a pas fait les formations. Donc, on leur dit, OK, on vous donne accès à la labellisation, mais il faudrait que dans l'année, vous ayez fait au moins le niveau 1, parce que c'est quand même important. Puis déjà, j'ai une visio avec eux pour leur présenter le concept, qu'ils le mettent bien en place, parce que labelliser, nous, on veut pas. L'idée, c'est pas de labelliser pour labelliser, c'est que les gens véhiculent vraiment ce qu'on défend. Et donc, cette labellisation va permettre justement aux coachs d'avoir un accès à l'outil qu'on a évoqué tout à l'heure, Nolio. Et ces coachs-là vont avoir, que tu sois chez toi, près de Blois, ou à Lille, ou à Dax, ou en Bretagne, ou à Bruxelles, parce qu'il y en a, ou en Suisse, parce qu'il y en a. Partout où tu sois, on a une planification commune avec des séances qui sont dites types, qui sont libres, évidemment, d'être modifiées en fonction d'où je suis. Mais là, on rentre dans un cycle 2. Ce cycle 2 sera pas le même exactement. Les séances ne seront pas les mêmes que tu sois en plaine ou en montagne, mais on sera quand même sur le même type de développement. Donc, à nouveau, c'était de présenter aussi aux gens qui sont en plaine. Oui, tu peux préparer du trail montagneux, même si tu es en plaine. Encore faut-il avoir réfléchi sur comment je le fais, dans quelle mesure je le fais, avec quel type de séance. Et là, l'école de trail permet de répondre à ça.
parce que effectivement, tu t'entraînes à Paris, à Blois, à Biarritz, à Valence ou à Bruxelles, ton terrain de jeu n'est pas le même. Pour autant, est-ce que tu peux t'entraîner de la même façon? Oui. Donc voilà, c'est trois façons de proposer de l'école de trail. Et puis en plus, l'idée, c'est vraiment de créer cette communauté. On donne aussi accès avec la labellisation à des webinaires. Tu vois, il va y en avoir un sur le renforcement des muscles intrinsèques du pied, donner des petits tips. Et il y a une formation qui continue. Parce que comme on le dit, même si je le répète, moi je forme, mais je mappe. Déjà, à chaque formation, j'apprends de mes stagiaires. Et puis, je continue à me former, puis à faire grandir. Et puis, bah là, je vais peut-être l'apprendre. Du coup, ça va teaser. Je sors mon livre, donc ça a été 2 ans de travail. En plus, on a la chance d'avoir un éditeur qui est absolument génial, qui est des éditions Mons. Et ben, on le dit à la conclusion du livre, parce que je l'ai coécrit avec une amie journaliste qui s'appelle Mélanie Pontet. Et on le dit à la fin du livre que ce concept, il a grandi depuis que je l'ai lancé, et il grandit encore parce que le corps humain évolue, et puis nos connaissances évoluent, et puis le terrain évolue. Donc voilà, l'idée c'est de faire comprendre que ça c'est le meilleur moyen pour toi dans ton club, de proposer à tes entraîneurs de ton club de gérer des niveaux complètement différents, et puis de rendre les entraînements ludiques, et surtout de préserver nos athlètes, parce que non, la blessure pardon ne fait pas partie de l'entraînement. Aujourd'hui, ça représente, Sébastien, combien de clubs, combien d'athlètes qui participent à cette école de trail? Alors, le chiffre, il va être une fourchette. Aujourd'hui, depuis le temps qu'on a formé plus de 300 personnes qui sont venues en formation école de trail. Donc, ça veut dire que tu peux dire 200 clubs qui aujourd'hui véhiculent le concept. Et la labellisation, on est aujourd'hui à plus d'une vingtaine de clubs qui ont lancé la labellisation. Donc, c'est tout récent. Donc, ça. Et puis, on est juste ce matin, j'étais avec un club qui m'appelait, qui voulait, qui était intéressé par ça. Enfin, donc, on est au début de quelque chose de. C'est paradoxal, hein, parce que c'est depuis 2009, mais le confinement a eu du bon, puisque c'est un moment où je me suis mis en question et je me suis dit, là, on est à un carrefour. Est-ce que vraiment je m'entoure de personnes? Parce que, comme tu l'as évoqué au tout début, je fais beaucoup de choses et j'ai plein d'actions, donc des choses qu'on ne parle pas ici et puis qu'on ne va pas parler, mais voilà, qui me prennent beaucoup de temps. Et du coup, j'ai formé une équipe pour justement permettre à se développer. Et on espère atteindre les 30 clubs labellisés en cette année, chose qui sera possible. Et puis, on va se développer dans l'Europe. Donc, c'est aussi, je reviens de Milan, je donnais cours à Milan pour la clinique du coureur, mais l'Italie est très intéressée aussi pour développer le concept. Donc, ça grandit. On est au début de quelque chose de très grand. Donc en formation permanente, mais ce que tu disais tout à l'heure, pour revenir sur la charge, donc tu disais la charge d'entraînement, mais même une barre que tu vas charger en salle de sport, il faut savoir à combien tu vas la charger. Il y a toute cette pédagogie. Je pense qu'il y a ce besoin d'accompagnement des sportifs qui aujourd'hui, on peut trouver tout un tas de choses sur les réseaux, avec le risque de ne pas le faire forcément correctement, d'être mal positionné. Tout ça, c'est ce que tu transmets également à tes athlètes par peut-être des différents supports? Ouais, alors tout à fait. Déjà, je vais revenir et on va se faire un petit peu d'auto-promo, mais on a fait une formation justement renforcement chez le coureur, parce qu'on s'est aperçu que les coureurs, alors les coachs souvent ne savaient pas eux-mêmes pratiquer ne serait-ce que le mouvement de base qui est le squat, et savaient que tu saches pas le pratiquer, c'est, moi je pense, un point négatif, mais c'est un moindre mal. Mais que tu saches pas le corriger, c'est encore pire. Et donc, du coup, effectivement, on a mis en place cette formation qui a rencontré un grand succès et qui verra le jour, qui se refera évidemment. Mais évidemment, je sais aussi une chose, c'est qu'il vaut mieux ne pas faire que faire un mauvais mouvement. Et du coup, effectivement, là aussi, le premier confinement a eu du bon. Moi qui étais très réfractaire face au coaching en visio, aujourd'hui, je propose justement à mes athlètes, on se regroupe, et j'ai des athlètes dans à peu près le monde entier, et on se fait une fois par mois une visio où je leur fais voir des mouvements. Là, ils vont venir, même si je les vois s'ils sont du coaching à distance, je fais aussi je les regroupe quand même de temps en temps pour voir des tips bien propres, et je les oblige un peu, j'avoue, avoir au moins quelques outils. Je leur demande pas d'avoir une salle comme moi, mais au moins d'avoir des kettlebells, qui est, à mon avis, l'outil indispensable. J'insiste vraiment là-dessus pour tout athlète qui a décidé que la préparation physique faisait partie intégrante de
de son entraînement et du coup avait au moins ce type d'outil. Donc oui, on répète des mouvements, on corrige des mouvements parce que effectivement, comme tu l'as dit, on voit beaucoup de choses. Et alors moi, je suis quand même d'une nature très positive. Donc quand je vois des choses qui sont pas bien faites sur sur les réseaux et le nombre de coachs qui est né depuis le premier confinement me donne raison. Je vois toujours le côté positif. Je me dis ça met les gens à l'activité. Et même si des fois ils le font pas très très bien, au moins ils auront pris conscience que peut-être le renforcement est important et qu'il y a un tas de gens compétents. Hein. Tu parlais de Diego, qui est quelqu'un de très compétent et il y en a bien d'autres. Ton coach aussi que je connais via les réseaux, qui sont très compétents. Donc du coup, je me dis nous les gens compétents, on va récupérer ces gens qui se sont lancés là-dedans un peu bêtement, mais qui sont au moins lancés, qui ont pris conscience de ça. Donc effectivement. Faisons attention au mouvement. Il vaut mieux ne pas faire que faire un mauvais mouvement. Est-ce que tu trouves que dans notre société, ce terme de coach peut parfois être un petit peu galvaudé? Si on parle de sémantique, tout le monde peut aujourd'hui se revendiquer coach. Il faut quand même le contenu derrière. Tu le disais, un coach doit être déjà à montrer un petit peu l'exemple et derrière se former comme tu le fais depuis de nombreuses années. Et tu vas continuer dans de nombreuses années encore pour améliorer tes connaissances. Tu sais, si déjà on devait partir d'un point juste principalement légal, si tu veux coacher contre rémunération, il faut que tu aies une carte professionnelle et cette carte professionnelle, elle est décernée que uniquement face à un diplôme d'État. Donc déjà, ça c'est un premier point. Effectivement, comme je le disais en souriant, mais le confinement a vu naître des vocations pour certains et certains ont été plus loin. Hein, d'ailleurs, ils sont formés et très bien et tant mieux. Moi, je ne vois que la concurrence comme un challenge. Et au contraire, aujourd'hui, moi, je ne vois plus la concurrence. Je vois pas la concurrence. Je me dis, c'est bien. Il y a des gens maintenant sur le terrain et ça me donne. C'est plus le coach, là, c'est plutôt le formateur en me disant, ok, ces gens-là ont besoin d'être formés parce qu'effectivement, tu sais, même une formation. Toi, tu diriges vers une formation. Et moi, vraiment, je te félicite. Mais je le dis à tous les gens que j'ai pas mal d'athlètes qui se lancent dans des formations de BP ou juste de CQP. Le plus dur commence une fois que tu es formé. C'est-à-dire, une fois que tu as ton diplôme, c'est là que le plus dur commence parce qu'il va falloir que tu ailles faire d'autres formations, des fois même que sur un week-end, pour aller un peu plus loin sur des choses que tu survoles parfois en formation et que la formation, elle donne une carte professionnelle, donc elle te donne l'autorisation d'être coach, mais est-ce qu'elle te donne les compétences Les prérequis ne donnent pas des compétences. Donc, c'est aussi de se former continuellement. Alors, j'ai envie de dire, dans tous les métiers, ça devrait être la même chose. Mais je serais un peu plus pointilleux dans mon métier parce que on est à destination du corps et tous les métiers qui touchent au corps, physiothérapeute, kiné, ostéo, médecin, c'est ceux qui vont continuer à se former, qui vont être les plus proches de leurs clients, patients et pratiquants. Alors, sur ta pratique, comment tu organises justement une semaine d'entraînement pour un athlète? Est-ce que ce sont des programmations qui vont être données sur un mois ou est-ce que à la semaine, tu vas revoir en fonction peut-être des aléas? Tu le disais, la vie de famille est quelque chose d'important. Le sport est la première chose prioritaire, mais c'est secondaire par rapport à la vie de famille et la vie professionnelle. Comment tu manages et comment tu gères tes athlètes? Alors, c'est une excellente question. Tous les gens que j'ai en coaching individuel à distance reçoivent un plan sur 15 jours, jamais au-delà, jamais un mois. Pourquoi ils reçoivent un plan sur 15 jours? C'est parce que déjà, il va falloir qu'on gère cette charge qu'on vise et voir si entre la charge interne, donc la charge du sport, et plus la charge externe, professionnelle, familiale, et puis santé, et puis tout ce qui va autour, a une incidence clairement sur ma charge interne. Donc, comment on arrive à coupler ça? Alors, je disais tout à l'heure que je pouvais s'il fallait pas que je paye des factures, je pourrais faire ça gratuitement. En toute objectivité, je suis un coach qui fait certainement partie des coachs les plus chers parce que je demande un feedback quotidien à mes athlètes. Donc, c'est très chronophage. Ça veut dire que mon WhatsApp, là, tu vois, donc pour nos interlocuteurs, là, on est en Zoom, Seb et moi, et j'ai mes notifications WhatsApp qui arrivent depuis tout à l'heure, et depuis tout à l'heure, j'ai reçu 40 notifications. Tout ça pour dire que, en fait, chaque jour, je vais remodifier en fonction de la variabilité cardiaque, en fonction d'un imprévu tombé, en fonction de la forme aussi. Est-ce que
aujourd'hui il fallait être fatigué ou est-ce qu'il fallait être fatigué ou pas. Enfin voilà. Donc du coup, c'est quasiment journalier. C'est pour ça que je disais que je suis un coach entre guillemets cher parce que c'est très chronophage. Donc des athlètes qui me donnent leur planification doivent tous les jours faire leurs devoirs, pas tous les jours, mais en tout cas tous les 2 jours, et on réajuste. Et en fait, la semaine, c'est plutôt des microcycles de 10-12 jours que je réajuste en fonction des contraintes qui peuvent intervenir. En termes de tarifs, est-ce que tu peux le donner librement ou est-ce que c'est quelque chose de Ah confidentiel? ouais, non, je suis complètement transparent. J'ai 2 formules. Une formule qui est la plus que j'ai appelée l'optimum, qui est celle qui me ressemble le plus, hein, qui est à 250 euros par mois, où je donne accès, on a un feedback quasi quotidien avec mes athlètes, où j'ai des visioconférences avec eux, où on corrige, on voit les exercices, et où donc du coup j'ai tous suivi au plus proche. Et puis j'ai celle qui est le moins naturelle pour moi parce que là ils ont quand même un plan tous les 15 jours qui est à 150 euros, qui est la version premium, qui est ma première option, où là on se fait un feedback par semaine. Et du coup quand je dis que c'est la moins naturelle, c'est que ben effectivement si j'ai un de mes athlètes qui est dans la version premium et qui m'envoie un message, je ne pourrais pas ne pas aller le lire et ne pas aller l'écouter. Donc, j'ai la chance que, déjà, j'ai très peu d'athlètes. Et ces athlètes-là, qui ont, parce que j'ai pas de problème avec ça, qui ont choisi cette option, respectent le fait qu'ils me font un retour par semaine et on modifie à la semaine. Mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la formule que choisissent mes athlètes, ils ont, ils ont 15 jours, pas, jamais plus. Donc, et en plus, quand je dis que c'est la version la moins chère, j'ai bien conscience que c'est déjà du coaching qui est, comment dire, déjà qui peut être très cher pour la plupart des gens, et j'ai pas de problème avec ça. Sauf que ben du coup j'ai développé des compétences et des connaissances qui font qu'aujourd'hui, à première vue, c'est plutôt, je suis dans la bonne cible. Donc, tu as développé pendant de nombreuses années donc des compétences. Et ce que les athlètes viennent chercher, c'est ton expérience et ton feedback avec toutes les formations que tu as pu réaliser. Donc, il y a aussi cette expertise qui est à prendre en compte dans le tarif, je dirais. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes pendant longtemps à vendre ça. Et puis, en fait, je vais être totalement transparent. C'est un de mes athlètes un jour qui m'a dit, mais Seb, pour tout ce que tu fais, c'est vraiment pas assez cher parce que tu es tout le temps là, tu es tout le temps en train de réajuster. Et en fait, ça a été une remise en question. Et puis, moi, je suis plutôt quelqu'un, sans me donner mes idées politiques, mais plutôt humaniste. Et du coup, ça m'a fait. Je me suis dit, mince, quand même, c'est. Et puis, au final, aujourd'hui, j'ai plus de demandes que et puis les gens restent. Donc c'est que j'ai trouvé la bonne formule et c'est que ça c'est plutôt raisonnable. Après j'ai conscience que je pourrais pas, c'est pas accessible à tout le monde, mais c'est que c'est un investissement. Et en fait j'ai aussi constaté que quand les gens investissaient un peu plus dans leur prépa, mais comme dans tout en fait, plus tu investis, plus tu plus tu comment dire tu t'investis aussi, pas uniquement financièrement, mais tu t'investis pleinement. Donc alors que quand ça coûte pas très cher, bon bah c'est pas grave si t'as raté la moitié, que t'écoutes pas ce que te raconte le coach. C'est aussi ça, c'est un peu paradoxal, mais je pense que on est dans un temps, dans une société où ça le marqueur financier est aussi important. Même si je me veux être le plus accessible, je sais que ça ferme la porte à beaucoup, mais qu'aujourd'hui, j'ai plus tendance à refuser du monde. Et au contraire, maintenant, je refuse plus, puisque j'ai mon équipe de coachs que j'ai formés, qui défendent la même philosophie et qui, du coup, j'envoie vers mon équipe. Et ça, c'est aussi une grande chance pour moi. Donc, tu es un peu le Giroud du trail running, c'est-à-dire que tu vas les traquer au quotidien. Tu as le numéro de leurs épouses. Tu vas faire les C'est sorties de un boîte de bon. nuit. Ouais, alors, sans être le Giroud, parce que je veux pas être. C'est une image, en plus, je suis de la génération où Giroud. Moi, j'ai failli être footballeur professionnel et c'était la génération où il était venu me voir sur un match. Bon, bref, je referme cette parenthèse totalement personnelle. Mais non, mais pour être totalement transparent, je connais les conjoints et les conjointes, je connais la famille, j'ai un rôle de. Enfin, je suis présent. C'est-à-dire que mes athlètes, je connais avec qui ils partagent leur vie et j'ai une relation, j'ai plus une relation de pote, à minima de pote, voire d'amis avec la plupart de mes athlètes. Donc, c'est-à-dire que quand je fais un regroupement, là, tu vois, la semaine prochaine, je les regroupe tous.
et ben c'est toute la famille qui est conviée. C'est pas juste on va s'entraîner égoïstement et puis non, on va aussi passer du moment convivial. On va aller. J'ai la chance d'inviter dans la plus belle région où il y a le meilleur vin du monde. Donc on va faire des dégustations de cave. Enfin, tu vois, il y a ce point très important et fondamental qui est que effectivement je les connais pleinement. Donc je connais leur job, je connais leurs contraintes de job et leurs contraintes familiales. Et je sais aussi que du coup, dans la famille, le fait qu'ils fassent appel à un coach n'est pas n'est pas mal vu. Enfin, tu vois, c'est aussi important. C'est-à-dire que je refuse, et je nommerai pas les noms des athlètes que j'ai refusés, mais des athlètes de très haut niveau qui ne me parlaient que d'eux, pas de leur vie personnelle, pas de leur vie professionnelle, et qui étaient trop égoïstes dans leur, euh, dans leur démarche. Et pourtant, ça aurait pu me valoir des gloires, mais je ne cours pas après ça. Donc voilà. Donc oui, je les connais pleinement, sans faire le guirou. Elle était pas mal, celle-là. Guirou, je vais la garder. Donc, tu as ton assiette à table lors des repas de famille. On dit Seb, il va venir, c'est le pote, c'est le copain, quoi. Donc, on l'invite pour Noël, pour les fêtes de famille. Presque. En tout cas, j'ai réussi à tisser quelque chose avec mes athlètes qui fait que, je le redis, je le répète, qui fait que oui, je fais beaucoup d'heures. Ouais, ça me prend beaucoup de temps. Le fait de cohabiter avec un de mes athlètes a réalisé depuis un an que ah ouais, quand même, tu bosses beaucoup. Donc c'est assez drôle, mais ouais, mais ce qu'on a tissé, enfin l'humain pour moi, et bah, voilà, vraiment, j'aime vraiment rencontrer l'autre et si modestement je peux l'aider à être une meilleure version de lui-même ou d'elle-même, ben j'aurais tout gagné. Tu arrives quand même à taper du poing sur la table parce que tu dis il y a une certaine proximité, il y a le côté pote, je les connais suffisamment. Mais quand il faut débriefer une course qui n'a pas été réalisée ou un athlète qui t'envoie une séance qui dépasse les objectifs, il a été trop vite ou il n'a pas fait ce que tu lui as demandé, est-ce que tu arrives quand même à recadrer? Ah mais clairement, tu parlais de la. Moi, je pense que je suis un peu des fois, je suis un peu je suis le pote, mais je suis le père fouettard. Je suis aussi. Alors, une course que les choses soient bien claires. La course pour moi n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que si la préparation s'est bien passée, si on a pris du plaisir dans la préparation, si tout le cheminement a été bon, la course, elle a cerise sur le gâteau. Et la course, elle se passera bien si on a tout mis en place. Et si elle se passe pas bien, vraiment, j'ai aucun problème avec ça, même mes athlètes de très haut niveau, ben, c'est que si on a pris du plaisir tout le temps, c'est que ce jour-là, ça devait pas se passer bien. Et en fait, c'est paradoxal, hein, mais c'est jamais un critère de réussite. Par contre, là où je suis, moi, très chiant, c'est que, oui, là, par exemple, là, tu vois, ils sont en coupure ou ils sont en reprise pour la plupart. Bah, il y a très peu à faire. Oui, on fait pas de course en ce moment. Oui, c'est là que je tape du poing sur la table. Et puis, j'ai mes bigorexiques, hein, parce que moi-même, je le suis, donc je comprends très bien la bigorexie et qui viennent me dire, ouais, mais là, j'aimerais bien aller faire une petite course. Non, mais ça serait cool. Non, oui, là, je suis vindicatif. Ouais, autant je suis quelqu'un qui rigole beaucoup et qui est ouvert. Mais quand j'ai décidé quelque chose, et puis je préfère me tromper toujours en préservant que me tromper à l'inverse, c'est-à-dire en faisant faire trop. Donc du coup, oui, je les frustre certains. D'ailleurs, c'est des fois des grandes, mais ils le font toujours avec le sourire et je fais passer mon message. Et en fait, de toute façon, quand ils sont venus, enfin, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui nous écoutent, demain, s'il y en a un ou une qui se dit tiens, j'aimerais bien aller vers Seb, bah, il aura compris que moins courir pour mieux courir, c'est pas juste quelque chose de marketing, c'est que c'est là. Donc effectivement, je dois convaincre. Hein, et quelqu'un qui en faisait trop, qui vient me voir aujourd'hui, je sais aussi il va falloir que je lui en donne quand même un peu plus que ce que j'aurais estimé être nécessaire parce que ça sera bon pour elle au moins psychologiquement. Donc je sais aussi, je suis pas dogmatique. Donc j'écoute. Mais en tout cas, pour en revenir juste à ta remarque, est-ce que tu tapes du poing sur la table si la course elle n'est pas réussie? Non, non. Si la préparation elle a été bonne, la course sera réussie. Et nous, on fait justement, je mets tout en œuvre avec mon athlète, avec mes athlètes pour que la préparation se passe au mieux possible. Et si la préparation se passe pas bien, ben, il y a de fortes chances que on n'ait pas le résultat escompté, mais on aura déjà fait un bilan sur la préparation et on sera assez objectif. Je suis très objectif. J'aime mes athlètes, mais j'aime leur dire, c'est quelqu'un qui vaut 3 heures au marathon, il vient me voir et me dit, je veux faire 2h30. Ben non, j'ai pas de problème à dire non, ça sera pas possible. Ou quelqu'un qui fait un 5 km qui me dit l'année prochaine je vais faire la diagonale des fous, je lui dirais non. Voilà, tout simplement mais tout en ayant conscience que je veux d'abord et avant tout le préserver. Et il y a cette progression à aborder. Enfin, on l'échangeait avec Diego sur ça, le fait que
il y a un peu une course à la surenchère parfois et les gens veulent parfois brûler les étapes. Est-ce que tu es obligé de les freiner? Oui, ce que tu disais, hein, c'est pas possible de passer d'un 5 km à une diagonale des fous de façon spectaculaire en l'espace d'un an. Est-ce que c'est difficile de rentrer cette progressivité dans l'esprit d'un coureur qui veut manger du kilomètre et dépasser ce que tu lui proposes? Tu sais, on est dans une société de consommation et le trail ne déroge pas à la règle. Et on fait une formation qui s'appelle Ultra Trail avec Pascal Balducci. Et sur cette formation, la première phrase que je dis, c'est l'ultra n'est pas le Graal. Et malheureusement, les gens aujourd'hui, quand ils parlent de trail, ils parlent que d'ultra. Et si t'as pas fait d'ultra, bah, t'es même pas un trailer. Donc, du coup, ça interlope parce que il y a un vrai problème de santé derrière ça, en fait, hein, derrière le défi et tout. Puis moi, je suis en plus, alors peut-être ça va faire mal aux oreilles de nos auditeurs, mais moi, je serais encore plus, moi, je serais très dur, hein. Si tu veux faire la diagonale et que t'as pas les compétences de rentrer dans une barrière horaire qui, à mon avis, semble, les barrières horaires pour moi sont trop longues. Alors, ça va faire bondir beaucoup de gens, je le sais, parce que j'ai eu la remarque, ouais, Seb, t'es pas très sympa et tout. Non, non, mais si t'es pas en capacité, c'est pas grave. T'es pas en capacité de faire la diagonale des fous en 50 heures, mais fais-la sur 3 jours. C'est magnifique. Fais-la avec des potes sur 3 jours et tu vas profiter de l'île vraiment pleinement et tu vas faire ta diag et tu auras pas de dossard, mais c'est pas très grave. Et j'ai des athlètes qui viennent de faire la diag, ils ont tous très bien marché. Je suis très, très, très fier d'eux. Mais est-ce que finir la diag en 60 heures en ressemblant à Toutankhamon et en ne pouvant plus jamais courir de ta vie, c'est une réussite? Bah, moi, je crois pas. Donc, du coup, oui, il y a plein de gens qui viennent me voir qui me disent, ouais, bon, bah, Seb, parce que j'ai une course qui me réussit bien sur certains ultras et mes athlètes ont bien marché. Ouais, j'aimerais faire cet ultra. Alors, je dis un truc qui est une blague, qui dit que en sport, moi, c'est comme avec les filles, je dis jamais non, mais je lui dis toujours mais. C'est-à-dire que si tu viens me voir, que tu fais 5 km, que tu veux faire la diag, ok, ben on va peut-être se mettre ça sur 4 ans, 5 ans, on verra, puis on va se mettre ensemble, on va décider d'une stratégie. Et si on est en avance sur cette stratégie, ben on accélérera et on ira un peu plus vite, mais on aura une stratégie. C'est comme quelqu'un qui veut faire un marathon qui court pas, ben on va mettre en place d'abord faire un 5 km, après faire un 10 km, puis après faire un semi-marathon, mais pas faire un semi-marathon, faire un semi-marathon et puis au bout de 3-4 jours, avoir récupéré de ce semi-marathon. Sinon, ne va pas sur un marathon, tu n'es pas encore prêt pour faire un marathon. Donc, c'est la même démarche. Et effectivement, aujourd'hui, la contrainte de notre époque, mais qui se vérifie pour toute autre chose, c'est qu'on veut consommer et qu'avant, j'ai tendance à dire, et je le dis en formation, le cadre sup le cadre sup parisien pour crâner, il fallait qu'il ait fait le marathon de Paris, il arrivait le lundi avec sa médaille, il crânait. Maintenant, il faut qu'il ait le t-shirt finisher de l'ultra de je ne sais pas quoi pour se dire, bon, bah, j'existe vraiment, je suis un vrai coureur. Or, tant pis si nos auditeurs le prennent pas très bien, mais si tu fais un ultra et que tu mets 10 ans à le finir et que tu es dans les barrières, qui, moi, me semblent déjà très, très courtes, ben, peut-être fais un peu moins, éclate-toi en faisant un peu moins. Et ou, si tu n'es pas en capacité de le faire dans un temps raisonnable, fais-le en randonnée, c'est génial, ou en rando-course, c'est génial, tu profiteras, fais-le avec des amis plutôt que de mettre un dossard. J'entends le défi et moi, je pense qu'il faut qu'on se challenge. Je pense qu'on est dans une société où on fait pas assez de sport, où on se challenge pas assez sportivement. Mais c'est peut-être pas la peine de mettre un dossard si aujourd'hui on n'a pas les compétences de le faire et c'est pas grave. Après, on l'a vu pendant le confinement, de nombreuses personnes se sont lancées des défis perso qui avaient autant de valeur que d'accrocher un dossard. Donc, à chacun son défi, c'est ce que je disais dans un épisode précédent. Moi, j'ai jamais fait de marathon. Aujourd'hui, ma vie de famille, ma vie perso, tout ça, ça se goupille pas pour que j'en fasse un. Si je veux en faire un, je veux en faire un dans de bonnes conditions, ce que tu disais, en n'étant pas non plus un zombie pendant 2-3 mois derrière. Moi, je suis admiratif devant les gens qui se lancent des défis, qui vont au bout de leur conviction. Et ça, je trouve que c'est louable, avec, sans chrono. Donc, à chacun sa réalisation. Et je trouve, comme tu le disais tout à l'heure, dans le cheminement, c'est là que je me réalise le mieux. L'objectif final n'est pas forcément ce qui va m'apporter le plus de satisfaction, mais dans la conduite d'un entraînement, cette difficulté que tu peux rencontrer pendant différentes semaines, c'est là, je trouve, que j'apprends le plus sur moi-même. Donc après, dossard, pas dossard, ultra, pas ultra, à chacun son Everest, je dirais. Et exactement, encore faut-il ne pas le surestimer et puis des fois être juste
très objectif avec soi-même et ne pas se mettre des objectifs qui sont irréalisables. Moi, je pense qu'effectivement, le confinement a fait du bien parce que certains se sont mis des défis et j'en veux pour preuve. Moi, j'ai des athlètes qui sont attaqués aux 24 heures dénivelé, un autre qui a traversé la Suisse en courant. C'était un défi magnifique et on n'a pas eu besoin de dossard pour ça. Et alors là, je parle d'athlète élite, mais d'autres que j'ai challengés parce que, OK, on pouvait pas mettre de dossard, mais il fallait quand même se challenger. Et du coup, on a trouvé des moyens de se challenger dans notre périmètre de 1 kilomètre à l'époque. Donc, oui, c'est important de se challenger. Encore faut-il être en mesure. Et c'est pour ça que, et là, je fais pas de la pub pour moi parce que j'en ai pas besoin, mais en tout cas pour tous mes confrères qui sont coachs, être encadré par quelqu'un qui va avoir l'objectivité nécessaire que nous on n'a pas certainement, qui aura les compétences pour dire OK, là on peut le faire, ça on peut pas le faire, et qui le fera en toute bienveillance. Je pense que c'est important et c'est pas une question de niveau, parce que des fois je suis confronté à des gens qui vont me dire mais moi je fais juste ça pour mon plaisir, et je le répète. Moi, j'ai des gens qui sont insuffisants respirateurs et que je coach aujourd'hui et qui ont décidé de me prendre parce que voilà, ils avaient envie de cette philosophie leur parlait. Mais donc, c'est pas une question de niveau pour prendre un coach. Je pense que il viendrait assez logique quand on a mal aux dents d'aller voir le dentiste, d'aller voir un professionnel. Moi, j'ai envie de dire pour du coaching, quand on n'est pas professionnel, non, c'est pas. Ça peut paraître facile parce que ça tend à l'être. Hein. On est en jogging toute la journée, on est en short, on fait un truc plutôt cool. Mais en fait, il faut quand même des compétences. Donc, du coup, j'encourage les gens à aller voir des professionnels. Et ceux qui pensent qu'un professionnel coûte cher doivent bien comprendre qu'un incompétent coûte encore plus cher. Et moi, j'ai mis longtemps, tu vois, avant de basculer vers le coaching, de me faire justement accompagner dans ma pratique de la course à pied, parce que je me disais, oui, bon, bah, vu ton niveau, ce que tu disais tout à l'heure, moi, je fais ça que pour le plaisir, je suis un coureur lambda, je gagnerai jamais de course, ou alors, il faut vraiment qu'il y ait une grosse catastrophe ou une erreur d'aiguillage sur l'avant du peloton. Je me suis dit, ce serait dommage de passer à côté de cet accompagnement parce que tu estimes ne pas avoir le niveau. Et finalement, bah, ça fait 1 an que je suis accompagné par David Goss. J'ai pas eu de blessure, j'ai progressé et même s'il n'y a pas eu beaucoup de courses, bah, j'ai appris. Donc finalement, c'est gagnant, même si c'est un investissement. Mais d'autres vont investir dans des voitures, dans des séries télé, dans des téléphones et des outils numériques. Donc voilà, à chacun son plaisir, je dirais. Exactement, voilà, tout à fait. Seb, si on veut te retrouver sur les réseaux, est-ce que sur Strava, tu tournes un petit peu pour lorgner ce que tes athlètes font en père Fouettard, justement? Ouais, mais il y en a qui sont malins, qui mettent pas sur Strava. Non, mais j'ai deux lieux pour faire attention à eux. Non, oui, moi je suis très présent sur les réseaux. Je suis présent parce que je partage aussi beaucoup de contenu en fait, et parce que je pars du principe aussi que dans l'entraînement, tout ce qui est partagé se multiplie. C'est un peu comme le bonheur, hein, ça se multiplie et j'ai aucun problème à partager le peu de compétences que j'ai et du coup je partage beaucoup de choses. Donc je suis présent sur Instagram coach.seb. Vous verrez un petit nain chauve qui est là. Sur Facebook aussi, j'ai une page professionnelle. Et puis je suis sur Strava, je suis sur LinkedIn et mais je suis très 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 présent sur Insta parce que c'est un réseau social qui nous permet de faire des vidéos, de partager du contenu. Je partage pas mal de WOD avec la clinique où on a mis en place, on a filmé ça de manière un peu propre et du coup, j'explique aussi pourquoi on fait ça parce que c'est aussi mon côté formateur, c'est-à-dire on fait les choses mais on explique pourquoi on les fait. Et donc voilà, ouais, je suis évidemment présent et puis c'est aussi une partie de mon temps, ça, de professionnel. C'est-à-dire que c'est un temps que je consacre où je réponds, je suis souvent questionné et j'ai aucun problème. Et au contraire, je trouve que même des gens que je coach pas, hein, j'ai pas de problème j'ai pas de secret. Hein. Enfin, tu vois, c'est vraiment important si on doit conclure sur quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de secret. Moi, j'essaie de mettre au goût du jour quelque chose qui existait déjà. Je l'ai un peu condensé, je lui ai donné un nom et puis aujourd'hui, ça grandit. Mais j'aime partager avec des gens que je n'aurai qu'une fois en interlocuteur et si j'ai réussi à les convaincre, bah c'est cool. Bon, alors j'espère qu'il y aura d'autres échanges et qu'on aura l'occasion de ne pas rester sur un échange en tant qu'interlocuteur aujourd'hui que nous sommes. Mais un grand merci d'avoir pris sur ton temps de coupure pour enregistrer cet épisode. Merci à toi. Merci à toi Seb et puis écoute, c'est évidemment j'essaierai de me rendre dispo. C'est toujours un plaisir d'échanger et puis ça aide aussi. On va pas se mentir hein, à faire grandir un peu le message
Je dis ça parce que en formation, je choque de moins en moins sur des choses qui avant je choquais et du coup je me dis la petite musique fait son chemin et pour le coach que je suis, si demain le moins courir pour mieux courir devient l'alpha et l'oméga, en tout cas c'est un peu plus présent dans les pelotons. Même si on oublie mon nom, moi ça voudrait dire que j'ai réussi à faire passer un truc et donc si on peut se faire de pourcentage d'échange, ça sera avec grand plaisir. Quels seront tes objectifs perso pour 2022 sur le plan sportif cette fois-ci? Alors moi c'est paradoxal, je vais pas rentrer dans ma vie perso, mais j'ai des petits soucis de santé depuis quelques années là, et puis et du coup je mets plus de dossard parce que c'est un peu c'est compliqué, et puis parce que justement je l'ai dit, je m'investis tellement avec mes athlètes que c'est difficile. Très honnêtement, je suis un très bon coach à première vue pour les autres, mais pas pour moi, et du coup difficile d'arriver sur une course quand tu as eu un certain niveau et puis juste de la faire pour la faire. Donc, c'est quelque chose que je n'arrive pas à retirer. C'est-à-dire, si je mets un dossard, c'est pour être le meilleur. Et pour l'instant, je ne peux pas être mon meilleur. Donc, j'accompagne certains de mes athlètes. Je vais peut-être faire quelques courses, mais j'ai pas d'objectif sportif, si ce n'est en stage d'être encore réussir à décrocher mes athlètes élites de temps en temps, ou en tout cas que eux ne me sortent pas si facilement. Donc, je suis encore très potable au niveau, mais je fais pas de course, ou alors ça sera de manière anecdotique et il n'y a pas d'objectif proprement dit. Bon, un grand merci à toi. Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast, et puis allez découvrir le contenu que Seb diffuse sur les réseaux. Merci à toi, Seb. Merci, Seb. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.